Merci Marie-Laure. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le Dr Drovetti, oncologue à la clinique Quindomagnan. Quelques mots de remerciement déjà à vous tous d'être là avec cette météo implacable. Et puis, grand merci à l'association médicale, à Marie-Laure en particulier pour tout le travail qu'elle a fait, et à MSD pour le soutien, merci beaucoup à Céline et à Thibault. Et puis surtout à mes deux animateurs, co-animateurs, Sophie Perève qui fera le plus gros morceau du cancer du col de l'utérus et Céline qui est ORL à l'hôpital. Alors j'ai mis une première diapositive parce que depuis 2010, l'ANCA, l'Association de recherche contre les cancers et la Ligue contre les cancers ont élaboré un programme de sensibilisation au cancer. Donc ça commence avec l'association d'un mois, une couleur et un type de cancer. Donc en février, c'est le mois du cancer. Le 4 février, c'est la journée internationale de la lutte contre le cancer. Et puis vous voyez les plus connus, c'est le mars bleu, le colorectal, octobre rose et tous les autres, mais il en manque. Et vous avez novembre, c'est pas une faute. MC Moustache. Donc, vous le connaissez. Vous savez, en France, on avait l'habitude de faire pousser la moustache pendant tout le mois de novembre pour le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Et c'est aussi le mois du cancer du poumon, dont la couleur, c'est le blanc. Alors, la soirée, c'est les cancers HPV induits, donc c'est les cancers du col de l'utérus et de la sphère génitale, les cancers ORL et les cancers du canal anal. Je ne suis pas sûr qu'on pourra aborder le troisième volet, mais s'il reste quelques minutes, j'ai préparé quelques diapositives. Donc, cancer du col de l'utérus, épidémiopathogénèse, traitement en perspective, c'est Sophie Perève qui fera le gros morceau de cette pathologie, surtout avec tu discuteras de traitements localisés, etc. Et aussi de néoplasie intraépithéliale, c'est ça? Les signes 1, 2, 3. Ok, oui, absolument. Alors, dernière diapositive pour moi. Vous voyez 600 000 nouveaux cas dans le monde, 660 000, 3 000 en France, 20 en Nouvelle-Calédonie. Et le diagnostic, on ne voit pas très bien, mais 42% de cancers sont diagnostiqués au stade localisé, 37% au stade localement évolué, 15%, je crois, un stade métastatique et 6% dont on n'a pas pu les stader. Et à côté, vous avez la survie à 5 ans, donc 62% de survie à 5 ans dans les stades qui n'ont pas pu être stadés, 91% dans les stades précoces, les stades localisés, 62% des patients sont vivants à 5 ans dans les stades localement évolués, ou tout récemment, on a de nouveaux protocoles extrêmement intéressants. Et après, dans les stades métastatiques, 20% des patientes sont vivantes à 5 ans. La partie basse de la diapositive, c'est le taux d'incidence et la mortalité, mais Sophie, elle étalera sur tout ça. Donc, Sophie, je te passe la parole. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gynécologue. J'étais à l'hôpital avant et là, je suis en libéral pour quelques temps. Je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà, donc on m'a demandé de vous faire un topo sur l'HPV et les cancers HPV induits en gynécologie. Alors, c'est vrai que je vais surtout vous traiter de l'infection à HPV en général, revenir sur la vaccination, parce que c'est vraiment ce qui est important. Et après, on parlera un petit peu du cancer du col. Je ne vais pas trop aborder le
cancer de la vulve ou du vagin, parce que ce sont des cancers qui sont quand même très rares. Et ça repose à peu près sur les mêmes traitements que le cancer du col. Donc il faut juste savoir que ça existe. Mais c'est vrai que je ne vous ai pas fait un topo là-dessus. Je trouve que c'était pas le plus important. Donc rapidement, quelques petites généralités sur l'HPV. C'est un virus ADN. Il y en a environ 200 génotypes différents. Et vous savez qu'il n'y en a que quelques-uns, enfin une quinzaine en tout cas, qui sont à haut risque oncogène, et donc les plus fréquents, le 16 et le 18, qui sont donc ciblés par la vaccination. C'est un virus qui a un tropisme cutanéo-muqueux strict, donc c'est vraiment par le contact avec les muqueuses que la transmission peut se faire. Et en fait, il est responsable de lésions qui peuvent être totalement bénignes, donc les condylomes, les papillomatoses, jusqu'à de véritables cancers invasifs, mais on verra que le processus est assez long jusqu'au cancer invasif. Et enfin, il n'y a aucun traitement spécifique de l'HPV, parce que c'est ce que nous demandent toutes les patientes en consultation tous les jours, et je pense que vous, c'est pareil. Mais enfin, docteur, c'est quoi le traitement pour m'enlever l'HPV ? Malheureusement, il n'y en a pas, donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est vraiment de parler de la vaccination et d'essayer de... Enfin, on a tous un rôle à jouer dans la vaccination, surtout vous voyez beaucoup les jeunes. Nous, on les voit un petit peu moins en cabinet en gynécologie, et c'est vrai qu'il faut vraiment accentuer l'information, notamment aussi chez les garçons, parce que c'est quand même récent la vaccination chez les garçons. Donc voilà, on a vraiment un gros boulot de ce côté-là. Si ça marche. Ouais, mais ça n'a pas marché. Bon. C'est pas grave. Alors, je vous avais mis une petite diapo sur... voilà, c'est juste pour vous... resynthétiser les choses, juste pour bien vous remontrer qu'il y a des HPV à bas risque qu'on va traiter tout à l'heure, qui sont responsables des verrues génitales, des lésions bénignes, et après des HPV à haut risque, qui eux donneront de véritables cancers comme le cancer du col, de l'anus ou de l'oropharynx. Vas-y. Donc les caractéristiques cliniques de l'infection. Donc une infection HPV, c'est l'infection sexuellement transmissible la plus courante. 80% des personnes sexuellement actives seront infectées à un moment de leur vie. Donc c'est vraiment très important. 90% des femmes de moins de 30 ans auront une infection transitoire, avec une clairance du virus sous 12 à 24 mois. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut attendre que peut-être le système immunitaire élimine le virus. Et enfin, chez 5 à 10% des personnes infectées, on aura une infection persistante qui pourra être responsable de lésions précancéreuses, voire même de cancer, mais au bout d'une longue période qui peut aller de 10 à 30 ans. Alors, l'histoire naturelle de l'infection HPV, elle est très importante, cette diapositive, parce qu'en fait, elle résume à peu près tout. Donc, vous voyez que lorsqu'on a l'exposition au papillomavirus, finalement, dans 80% des cas, les patientes, elles vont guérir d'elles-mêmes. Donc, c'est quand même un message qu'il faut donner aux patientes, parce qu'elles sont toujours très inquiètes de leur infection HPV. Il faut les rassurer pour leur dire que la majorité du temps, finalement, cette infection, elle va disparaître. Et enfin, chez 20% des patientes, on a une infection qui va persister, qui va entraîner des lésions de bas grade, puis des lésions de haut grade. Et vous voyez que le processus est assez long, ça peut aller jusqu'à 10 à 30 ans. Et enfin, il y a des cofacteurs d'infection HPV. Donc souvent, on peut agir que sur ces cofacteurs, on ne peut pas forcément agir sur l'HPV lui-même. Et les cofacteurs, c'est notamment le tabac, très important, la dénutrition, l'âge, parce qu'on sait que aussi quand on est de plus en plus âgé, on a notre système immunitaire qui va être un peu plus altéré. Les co-infections, donc pareil, les patientes qui sont infectées au VIH, les co-infections, les patients de VIH, on va les surveiller de plus près. Les patientes qui sont greffées rénales, qui ont des traitements immunosuppresseurs, c'est des patientes qu'on ne va pas surveiller comme une patiente lambda. Elles ne vont pas rentrer dans le dépistage tous les 5 ans, par exemple, à partir de 30 ans. Et donc, c'est très, très important de les connaître pour pouvoir agir sur ces cofacteurs. C'est comme ça qu'on peut peut-être améliorer la clairance du virus. Après, une autre diapo qui est quand même très importante aussi, c'est la prévalence de l'infection à HPV. Donc ça explique aussi un peu les stratégies vaccinales qui ont été mises en place. Donc vous voyez que finalement, le pic d'infection, il est vraiment dans la zone à partir de 15 ans, 15-25 ans, quand on a une plus forte activité sexuelle. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment sur le haut du pic et que finalement, les symptômes, ils ne vont pas arriver tout de suite. Vous voyez, ça va arriver au bout de 5 ans. Et puis après, on attaque une phase de plateau,
où là, on peut commencer à avoir des lésions précancéreuses. Et sur le diagramme, c'est pas marqué, mais on a on en voit beaucoup en consultation des patientes qui sont entre 50 et 65 ans et qui ont des HPV positifs qui sont présents. Et en fait, c'est souvent lié du coup à l'immunosénescence et à la baisse de l'immunité à cette partie de la vie. Donc finalement, l'HPV qu'on va contracter très jeune, eh ben, on peut être encore embêté quand on a 55 ou 60 ans. Alors, le fardeau des maladies liées à l'HPV, ce n'est pas un terme que j'ai inventé, c'est exactement dans ces termes que les recommandations de l'HAS ont vraiment émis les choses. Ils ont dit il faut éviter le fardeau des maladies liées à l'HPV. Donc c'est pour montrer à quel point c'est responsable de beaucoup de pathologies. Et donc en premier lieu, on va parler des cancers, mais de manière générale. Donc vous voyez, il y a 6400 nouveaux cas de cancer qui sont liés au papillomavirus. Donc là, je ne parle pas que du cancer gynécologique. Donc cancer de l'anus, cancer du pénis, des voies aériennes digestives supérieures, cancer de l'utérus et de l'anus. Et donc vous voyez qu'un tiers de ces cancers sont chez les hommes. Donc d'où l'importance de faire cette vaccination chez les hommes. C'est bon. Ensuite, on a les pathologies, les lésions précancéreuses. Donc moi, je vais juste aborder les lésions précancéreuses du col. Donc il y en a 32 000 nouvelles lésions précancéreuses dépistées chaque année. Donc c'est vraiment très important. Ces lésions, la plupart du temps, elles vont entraîner des gestes invasifs chirurgicaux. Quand ce sont des lésions qui persistent, des lésions de haut grade, on sera obligé d'effectuer des gestes chirurgicaux comme une conisation que vous devez tous connaître. Donc vous voyez, on va repérer le col avec des colorants, puis on va couper avec une anse la partie superficielle du col. Donc c'est un geste qui est très simple, qui se fait en ambulatoire, mais qui est simple quand on a déjà eu ses grossesses, mais quand on a 30 ans et qu'on n'a jamais eu d'enfant, c'est vrai qu'une conisation, ça peut entraîner une sténose du col qui peut compliquer un accouchement, ça peut entraîner des menaces d'accouchement prématuré. Donc c'est pas si simple et c'est pour ça que l'idée c'est quand même d'éviter que ces lésions arrivent. Donc j'ai juste fait, vas-y c'est bon Thibaut. Juste un petit récapitulatif sur les lésions précancéreuses. Donc, il faut bien différencier les lésions malpighiennes des lésions glandulaires. Et donc, vous voyez, on a des lésions de bas grade. Et donc, quand on fait, nous, des biopsies, on nous répond soit que c'est une lésion condylomateuse, donc toute simple, ça c'est vraiment une infection virale. En fait, il n'y a pas de dysplasie. Soit ça sera une dysplasie légère, CIN1. Et après, on a du CIN2 ou du CIN3. Donc là, on passe à une dysplasie modérée ou sévère jusqu'à un carcinome in situ. Donc en fait, nous, la majorité du temps, sur des dysplasies légères, on ne va absolument rien faire. On va juste recontrôler la patiente. Donc on va juste passer sur la diapo d'après qui explique juste l'arbre. Ça, c'est les recommandations de l'INCa. Donc vous voyez, on a des lésions de bas grade. Donc, qui ont été mises en évidence par un médecin généraliste, une sage-femme. Ils vont nous les adresser en consultation. Et nous, en fait, si les lésions de bas grade, elles persistent plus de 24 mois, on va être obligé de faire un traitement. Et donc, soit la majorité du temps, on fait souvent du laser, on ne fait pas forcément une conisation. Et dans les suites, vous voyez, la surveillance, c'est vraiment de l'HPV. Il faut faire des HPV à 6 mois. C'est vraiment ça le message. Il faut faire des HPV à 6 mois. Et en fonction de l'HPV à 6 mois, soit il est négatif, et donc ça veut dire que la patiente, finalement, son risque de récidive, il est très faible. Et donc, elle repart sur un dépistage totalement normal. Et s'il est positif, là, il faut refaire un examen, refaire une colposcopie. Alors, on va repartir sur la diapo d'avant, s'il te plaît. Et juste pour repartir donc, sur les lésions de haut grade, vous voyez, c'est des CIN2 ou CIN3. On a aussi des patientes qui ont des adénocarcinomes in situ, ça veut dire qu'elles ont des lésions glandulaires in situ du col. Et ces patientes aussi, on les traitera de la même façon que les CIN3. Et il faut vraiment qu'on ait des exérèses en marge saine, il ne faut pas qu'on laisse de la lésion, c'est très important. Autant sur le CIN3, on n'est pas obligé, si on a fait une conisation et qu'il reste du CIN3, on n'est pas obligé de reprendre la patiente. Autant pour de l'adénocarcinome in situ, on est vraiment obligé d'avoir des lésions en marge saine. Donc il faut faire une chirurgie plus importante. Alors on va repasser sur le diapo des lésions de haut grade quand on les traite. Donc on fait une conisation du CN2 au CN3 et dans les suites de la conisation, vous voyez, pas d'indication de reprise quel que soit le statut des marges et donc on fera là aussi un test HPV à 6 mois. Et si le test HPV il est négatif à 6 mois, c'est tous les 3 ans.
Alors que les patientes, elles vous disent tout, non mais il faut me faire mon frottis tous les ans, c'est important, si vous ne le faites pas, etc. Donc voilà, donc c'est hyper dur pour les patientes de les éduquer. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais nous, c'est très compliqué. L'HPV, c'est très compliqué à faire comprendre aux patientes que, en fait, c'est vrai que si elles sont HPV négatives, pour elles, on sait que même si elles se réinfectent, finalement, ça va être tellement lent la progression qu'on n'est pas pressé. Mais elles ont vraiment du mal à accepter ces stratégies-là, qui sont des recommandations. Elles nous demandent toutes des HPV tous les ans, quasiment. C'est tout le temps comme ça. Et donc, par contre, si cette patiente a un HPV à 6 mois qui est positif, donc là, par contre, il faut se dire que c'est cette patiente qui a risque de récidive. Et donc, dans ces cas-là, on va faire un examen du col, une colposcopie, comme vous avez vu tout à l'heure. Et en fonction, on la surveillera de plus près. Juste, je vous ai mis un petit encart un peu personnel, mais je vois beaucoup de patientes qui se font vacciner garde asile parce qu'elles sont porteuses de l'HPV. Je ne sais pas si, on posera les questions après, mais donc nous, on a beaucoup de patientes au cabinet qui nous disent j'ai eu une colonisation, faites-moi de garde asile. Mais en fait, ce n'est pas du tout recommandé. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui dit qu'il faut le faire. Donc c'était juste pour que vous sachiez qu'on a même des dernières études qui ont bien montré que ça réduisait ni le risque de récidive, ni la persistance de l'infection HPV. Donc pour le moment, ce n'est pas recommandé de vacciner en post-thérapeutique, même si on est tous d'accord qu'on a très envie de le faire, parce qu'on se dit toujours que peut-être ça peut marcher. Mais en fait, pour le moment, ce n'est pas démontré. La suite. Alors après, troisième catégorie de maladies liées à l'HPV en gynécologie, les verrues génitales. Je pense qu'on en a tous vu et revu. Donc, ils sont dus à l'HPV 16 et 11, pareil, qui sont ciblés par la vaccination. Donc, c'est quand même 50 000 cas annuels pour l'homme et la femme. Donc, c'est énorme en termes de consultation et de traitement. Et puis, c'est vrai que ce sont des situations qui sont compliquées pour les hommes et les femmes parce que ça a un gros retentissement sur leur vie personnelle, leur activité sexuelle et leur symptomatologie parce que ça peut être douloureux. Donc la majorité du temps, tu peux passer sur la diapo suivante, on a tendance à, là je vous ai juste mis des petites recos, mais quand il n'y en a pas beaucoup des condylomes, vous pouvez mettre de la crème. Aldara ou Condyline pour les noms thérapeutiques. Et en général, c'est une application 1 jour sur 2 pendant 3 mois, parce que ça peut un peu brûler quand même les patients ou les patientes. Et après, vous revoyez les patients, et si c'est vrai que les lésions persistent, dans ces cas-là, on peut faire du laser, de la cryothérapie ou de la destruction chirurgicale. Quand les lésions sont très nombreuses, on ne met pas de crème parce que c'est vraiment trop compliqué, on passe directement au bloc et on fait soit du laser, soit de la destruction avec l'électrocoagulation. Voilà. Les moyens de prévention des infections liées au papillomavirus. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, on va dire. Le préservatif, c'est un peu une question comme ça, hein, mais c'est vrai que c'est une question aussi qu'on nous pose tout le temps en consultation. Est-ce que le préservatif me permet de me protéger contre le papillomavirus? Eh bien non, pas complètement. Donc, la protection, elle est totalement insuffisante. Elle est recommandée pour les autres IST, mais pas en tout cas pour l'HPV. Vous voyez, 50% de risque de contamination par l'HPV malgré le port de préservatif. Donc, ça ne marche pas. Deuxième diapo, la vaccination. Ça marche par contre. Donc, juste ça, c'est un petit diapo pour vous montrer en fait la couverture vaccinale fin 2024 en métropole. Je n'ai pas les chiffres calédoniens, mais ils sont presque superposables. Enfin, en tout cas, pas chez les garçons. Chez nous, c'est plutôt 20%, là, je crois, chez les garçons, au collège. Et chez les filles, on est plutôt à... Hein, on a plus? Ah. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que c'est encore largement insuffisant, notamment chez les garçons. Et vous voyez qu'à 15 ans, il y avait 58% des filles qui avaient une dose. Donc, et la couverture à 16 ans était 48% chez les filles, 24% chez les garçons. Donc bon, voilà, c'est quand même de plus en plus accepté, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore sur des chiffres qui sont très importants. Pour vous montrer un peu ce qui se fait dans les autres pays, donc il y a certains pays qui sont vraiment très forts, même en Europe, qui sont à plus de 90% de vaccination, Portugal, la Norvège, le Danemark, les pays nordiques comme d'habitude, la Suède, l'Espagne, et hors UE, vous savez bien nos voisins australiens qui ont quasiment 80-85% de couverture vaccinale.
Alors, campagne de vaccination au collège, donc en effet, à peu près 50%. Vous voyez que finalement, dans les patientes, les jeunes patientes qui sont vaccinées, la vaccination de ville, elle prend pas mal le relais par rapport au collège. Donc, il faut essayer de mettre le paquet sur quand même cette vaccination à l'école, parce que ça permet de quand même réduire les inégalités. Tous les enfants sont vaccinés. C'est vrai que c'est pas toujours évident que les parents aient l'information de la vaccination, parce qu'en fait, il faut dire que si on n'est pas d'accord, mais il y a plein d'enfants qui vont pas forcément emmener, donner le papier. Donc c'est vrai qu'il y a plein de parents qui sont même pas au courant que la vaccination se fait. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment engager toutes les équipes éducatives par rapport à cette vaccination au collège. La vaccination est-elle efficace? Donc ça, c'était juste pour vous remontrer les études qui avaient été réalisées, qui montraient qu'elle réduisait significativement le cancer du col de l'utérus. Donc vous voyez, 88%, surtout quand la vaccination finalement est faite tôt. Et c'est bien pour ça qu'on essaye de la faire à l'âge de 12 ans. Donc là, on est certain de cette efficacité. On est aussi certain de la tolérance du vaccin. Je ne vous ai pas fait de slide dessus, mais en tout cas, la vaccination, elle est très bien acceptée. C'est vrai qu'on a vraiment très peu d'effets secondaires et la tolérance est vraiment très bonne. Alors, la vaccination est-elle efficace après les premiers rapports sexuels? C'est ce qui, en fait, a poussé l'HS et notamment MSD aussi à dire qu'il fallait qu'on vaccine plus tard que ce qui était dit au départ, parce que c'était jusqu'à 19 ans. Là, ils ont repoussé jusqu'à 26 ans. Et sur quel argument? En fait, c'était pour dire que finalement, vous voyez dans les petits intitulés, ils mettent que pour les patients qui, en fait, étaient potentiellement en cours d'infection au moment de la vaccination, 90% des cas, en fait, un seul type d'HPV était détecté. Et on sait que le garde-asile, il y a 9 types d'HPV, donc on est quand même efficace. Pareil, pour les patients qui avaient été déjà infectés, dans la majorité des cas, en fait, l'infection naturelle n'avait pas induit d'immunité chez les patients. Donc ça veut dire que finalement, l'immunité naturelle, c'est pas faite. Donc la vaccination a toute sa place. Vas-y. Et ensuite, pareil, la grande majorité des individus qui étaient âgés de 20 à 26 ans, qui n'étaient pas en cours d'infection par HPV, qui étaient couverts par les vaccins. Ils étaient en cours d'infection par d'autres HPV. Donc en fait, là aussi, ça vous montre à quel point finalement cette vaccination, elle est très importante. Je crois même, sans dire de bêtises, qu'aux États-Unis, ils ont étendu la vaccination à 45 ans. Voilà. Alors, la vaccination est-elle efficace après les premiers rapports? Donc vous voyez que cette étude le montre largement dans le petit encadré en rouge. Même entre 20 et 30 ans, la réduction du risque est de 62%. Donc sur la base de ces études, on a recommandé, l'HS a recommandé en 2025 de vacciner les jeunes filles et les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes, jusqu'à 26 ans révolus. Donc, du coup, ils ne voulaient plus non plus. Vous savez, avant, on disait que les hommes qui avaient des rapports avec des hommes étaient ciblés par la vaccination jusqu'à cet âge-là. Mais là, ce n'est pas marqué dans les recommandations. Ils ont bien dit indépendamment de leur orientation sexuelle. Ça paraît évident. Maintenant, on vaccine tout le monde pareil. Et l'idée, c'est de cibler vraiment la cohorte 11-14 ans parce qu'on sait que là, on est plus efficace en termes de couverture. Vaccinale et en termes d'immunité. Donc, le petit schéma pour vous montrer l'extension du rattrapage. Donc, toujours 2 doses, 11-14 ans, et après, vous êtes à 3 doses de garde d'asile. Et enfin, ça c'est une petite diapo qui, je trouve, synthétise bien les choses, c'est de se dire que finalement, il faut saisir chaque occasion de vacciner les patients et les patientes. Et donc, vous savez que la recommandation actuellement, c'est de faire des frottis à partir de 25 ans. Et donc, peut-être, c'est aussi lors de cette première consultation avec un gynécologue ou une sage-femme ou un médecin généraliste que vous pouvez proposer la vaccination garde d'asile. Donc, en fait, l'idée, c'est d'y penser à chaque étape et après de lancer la patiente, en tout cas dans le dépistage, parce que le dépistage se fait chez les filles. Mais c'est vrai que ce cut-off de 25-26 ans, il est intéressant pour ça. Donc ça nous amène à parler du dépistage, parce que là on a parlé de la vaccination, maintenant on va parler du dépistage. Donc le dépistage du cancer de l'utérus, je pense que vous le connaissez tous. La couverture, elle est à peu près de 59% en métropole.
Donc il y a beaucoup de patientes aussi qui le font avec leur médecin ou avec leur gynécologue, sans passer forcément par le dépistage. Et c'est donc entre 25 et 65 ans. Donc les patients reçoivent un courrier et entre 25 et 29 ans, vous faites un frottis. Normalement, c'est 2 frottis 1 an d'intervalle, un frottis tous les 3 ans. Et à partir de 30 ans, vous faites un HPV tous les 5 ans, jusqu'à 65 ans. L'algorithme, j'ai juste fait très rapidement les recommandations de l'HAS 2019, c'était de faire votre frottis et si il est, donc on fait un frottis réflexe. S'il est négatif, frottis à 3 ans. Si par contre il est positif, on fait un test HPV. Et si l'HPV est positif, on est obligé de faire une colposcopie. S'il est négatif, on repart sur un test à 3 ans. Voilà, donc ça c'est les recommandations pour le frottis. Et ensuite les recommandations pour l'HPV. Donc on fait un test HPV. Si le test HPV est négatif, c'est bien un test HPV à 5 ans, malgré que les patientes aient envie d'en faire un tous les ans. Et après, si ce dernier par contre est positif, on va faire un frottis réflexe sur le même examen. Et là, en fonction des résultats, si l'HPV et si l'examen réflexe est négatif, c'est-à-dire que le frottis est normal, donc la dame elle est porteuse de l'HPV, elle a un frottis normal, il n'y a pas de problème, on refait un HPV dans 1 an, pas besoin de faire d'autres choses. Okay, si par contre dans 1 an elle est toujours porteuse de l'HPV avec un frottis normal, et bien là par contre il faudra faire un examen plus important du col. Et donc la seule situation qui est assez claire, c'est quand la patiente elle a eu son test HPV qui est positif, qu'on fait un frottis qui est ascus, donc ça veut dire indéterminé, là on devra faire une colposcopie d'emblée. Mais tous les HPV positifs avec frottis normal, il faut les recontrôler à 1 an, pas à 6 mois, à 1 an. Parce que pareil, on voit beaucoup de contrôles à 6 mois qui servent vraiment à rien. C'est beaucoup trop tôt, il faut les recontrôler à 1 an. Voilà, si vous voulez, je vous ai pas mis les 50 arbres des frottis parce que c'est indigeste et même nous, c'est vrai qu'on a tendance à les regarder parce qu'il y en a, c'est très très clair, mais il y en a beaucoup. Mais vous allez sur cette étude et là il y a tous les arbres de quoi faire en fonction de tel résultat de frottis. Donc voilà, vous pouvez vous l'avoir sur votre ordinateur et vous avez juste à cliquer dessus et comme ça vous avez tous les algorithmes. Enfin, pour terminer sur la vaccination, bon, ça c'est ce qu'on aimerait. On aimerait bien, en 2030, c'est dans pas longtemps. Donc je ne sais pas si on y arrivera dans 4 ans. Mais 2030, la stratégie de l'OMS, c'était d'éliminer le cancer du col de l'utérus. Donc vous voyez, 90% de jeunes femmes vaccinées avant l'âge de 15 ans, on n'y est pas encore. Le dépistage, on est plutôt à 60% en métropole, pas 70%. Et traitement, 90% de femmes positives au dépistage traité. Ça, c'est sûr qu'on aimerait ne plus avoir à traiter les patientes atteintes de lésions dues à l'HPV. Donc, on en a fini pour la partie vaccination. On va attaquer juste le cancer du col. Rapidement, c'était pour vous dire que, évidemment, c'est un cancer qui est quasiment dû que à l'HPV, une infection qui est persistante à l'HPV. Donc il y a 3200 nouveaux cas en 2025 en métropole et un décès des 1100 décès par an, c'est quand même beaucoup pour ce cancer. Finalement, c'est quand même un cancer qui est souvent dépisté un peu tard. Et donc, ça explique aussi cette mortalité. L'âge médian, vous voyez, ça rejoint exactement la diapositive que je vous avais montrée sur la prévalence de l'HPV. C'est 55 ans, donc c'est pas si jeune que ça. Et la survie nette standardisée à 5 ans, elle est de 63%, donc c'est pas un cancer qui a un bon pronostic. Et 90% des cancers du col sont évitables, donc c'est là où on a tout à jouer en fait pour éviter d'en avoir. Alors, les cancers du col, non c'est juste avant. Alors, juste pour que vous compreniez que en fait tout se joue entre la zone de la muqueuse de l'exocole et la muqueuse de l'endocole. C'est au niveau de cette zone de jonction que vont avoir lieu les lésions HPV et les lésions précancéreuses du col. Ça marche ? Ah ok. Donc en fait, voilà, la zone de jonction, c'est là que vont avoir lieu les anomalies, exactement ici. Et donc quand les anomalies touchent la muqueuse de l'exocole, c'est la muqueuse malpighienne, on parle de carcinome épidermoïde, donc c'est la grande majorité des cancers du col. Et on a aussi des cancers du col qui touchent la muqueuse glandulaire de l'endocole. Et là, ce sont les adénocarcinomes. Et c'est vrai que nous, on traite beaucoup plus de carcinome épidermoïde que d'adénocarcinome.
Donc 85% des cancers sont des épidermoïdes. Donc c'est un cancer qui a en fait un envahissement qui est loco-régional. Il va vraiment grappiller tout autour le col et les organes de voisinage. Donc son extension, elle va se faire au niveau du col, de l'utérus, du vagin, et puis ensuite la vessie ou le rectum derrière. Et ensuite, elle peut se propager par voie lymphatique. Donc on a souvent des ganglions pelviens ou lombo-aortiques qui peuvent être atteints, mais c'est plus souvent un cancer loco-régional qu'un cancer métastatique. On a des métastases, notamment pulmonaires ou autres, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est vraiment un envahissement loco-régional. C'est un cancer qui est peu symptomatique. Finalement, la majorité des cancers, des lésions du col qu'on voit, c'est des patientes qui ont des saignements post-coïtaux après des rapports et qui s'en inquiètent, notamment si ce sont des patientes ménopausées. Mais c'est vrai que des saignements après les rapports ou des saignements entre les règles, c'est pas normal. Dans de rares cas, et notamment quand j'étais au Midi-Pôle, on voyait quand même beaucoup de stades avancés. Et donc là, les patientes, elles se plaignent même plus de saignement, elles se plaignent surtout de douleurs, de lombalgie, de douleurs nerveuses. Et c'est souvent des patientes en fait, qui ont une atteinte des urtères. Donc elles ont des uropathies obstructives avec une dilatation des reins. Donc c'est des patientes à qui on faisait systématiquement une petite écho rénale de débrouillage quand on les voyait en consultation. Et souvent elles avaient les reins complètement dilatés et en fait elles étaient obstructives sur leur cancer du col. Donc quand on en est à ce stade-là, c'est souvent bien avancé. Mais c'est vrai que voilà, les signes finalement cliniques, ils sont assez pauvres. Voilà, c'est une petite photo d'un cancer du col. Plutôt forme ulcérante que exophytique. Alors le bilan initial, donc en cas de doute, il faut absolument adresser la patiente à un spécialiste. Nous, on va faire un examen clinique très détaillé. On va regarder bien les cul-de-sac vaginaux, la cloison recto-vaginale. On va faire un toucher vaginal pour voir s'il y a une atteinte des paramètres. Et parfois, on est quand même obligé, parce que l'examen est douloureux, donc on fait des fois des examens sous anesthésie générale pour pouvoir faire une cystoscopie si on a un doute ou faire des biopsies plus importantes, parce que c'est pas toujours très facile de faire ça en consultation. Donc en fait, on n'hésite vraiment pas à faire des examens sous-âgés. Puis comme vous le verrez après, on est souvent obligé d'aller faire plus qu'une biopsie. Il faut qu'on aille faire souvent une conisation pour qu'on ait plus d'éléments sur le cancer. Donc de toute façon, aller au bloc, c'est pas superflu. Donc une fois qu'on a eu le résultat histologique, donc par biopsie ou par conisation, il faudra faire des examens paracliniques qui sont très importants. Donc vous voyez, c'est essentiellement l'IRM, qu'il faut une IRM pelvienne et lombo-aortique. Il faut que l'IRM elle remonte le long des axes lombo-aortiques pour qu'on voit les aires ganglionnaires. Donc ça, c'est recommandé avant toute prise en charge d'un cancer du col, quel qu'il soit. Et après, les recommandations, c'est de faire un PET scan. Donc bon, bah là, on est bien embêté chez nous. Donc on les évassane à Sydney. Donc dès que, en gros, systématiquement, dès que le cancer du col fait plus de 4 cm, et entre 2 et 4 cm, ça dépend. Mais donc voilà, ça fait partie du bilan d'extension systématique. On peut faire le marqueur SCC dans les carcinomes épidermoïdes. Puis après, bah, c'est ce qu'on disait, une numération sanguine, voir les reins, la créate, voir s'il y a une atteinte des reins dans les stades plus avancés. Et puis bien sûr, on peut dépister les autres localisations, mais là du coup, c'est mes collègues qui en parleront. Juste quelques photos d'IRM. Donc vous voyez là une atteinte du col, mais on ne voit pas très bien, mais avec une atteinte vésicale qui est bien vue. Pareil, une atteinte des urtères, donc un engainement des urtères. Et là, vous voyez l'uropathie obstructive des deux côtés. Et là, pareil, un cancer plutôt, on aurait tendance à dire plutôt de l'endocole, vous voyez, qui se met à l'intérieur du col. Et on voit qu'a priori, les cul-de-sac vaginaux ne sont pas atteints, mais c'est une atteinte vraiment de l'endocole. Alors, une fois qu'on a fait notre bilan d'extension, on va avoir une classification. Bon, ça, après, pour vous, ça a peut-être moins d'intérêt, mais il faut savoir que maintenant, on se base sur la recommandation FIGO 2018, que tu peux montrer, c'est la diapo d'après, on ne voit pas très bien. Bon, en tout cas, pour vous dire que, vous voyez, c'est une classification qui n'est pas facile à retenir. Donc, en gros, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, vous voyez, on fait vraiment une différence, en fait, dès lors que le cancer, il fait moins de 2 cm, en tout cas pour nous, chirurgiens. C'est là qu'on va pouvoir l'opérer.
Mais souvent, dès lors qu'il fait plus de 2 cm, ça va plus concerner la chirurgie, mais ça sera des traitements adjuvants, radio-chimio ou curithérapie première. Donc en fait, tous les stades de T1 à 1B1, on va pouvoir les traiter chirurgicalement. Puis vous voyez que finalement, tous les autres, ça va être ça sera pas de la chirurgie. Donc c'est pas forcément un cancer très chirurgical, on n'en opère pas beaucoup des patientes. On va pouvoir aussi intervenir, nous, à un autre moment sur les stades avancés, notamment au niveau des ganglions pelviens ou lombo-aortiques. Quand les patientes elles font un PET scan et qu'elles ont des ganglions pelviens atteints, on sait qu'on a, et qu'elles n'ont pas de ganglions lombo-aortiques, on sait que le PET scan peut sous-estimer l'atteinte des ganglions lombo-aortiques chez 10 à 15% des patientes. Et donc, on peut être amené à faire ce qu'on appelle des curages lombo-aortiques de staging pour vraiment vérifier est-ce que les patientes elles ont des ganglions lombo-aortiques positifs, ce qui est très important parce que comme elles vont avoir de la radiothérapie, c'est pour savoir jusqu'où il faut qu'on remonte les champs de radiothérapie. Donc là, on peut intervenir en chirurgie, mais vous voyez, sinon, finalement, ce n'est pas un cancer qui est très chirurgical. Donc dans les stades précoces, et j'ai bientôt fini, vous voyez donc A1, 1A2, 1B1, donc moins de 2 cm. On va forcément faire une conisation, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ça va nous permettre d'avoir des éléments sur les emboles, sur la profondeur, l'infiltration du cancer et le statut des berges. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Vas-y. Ensuite, donc là, c'était juste pour vous montrer que, en fait, quand on fait des conisations pour toute tumeur qui fait moins de 2 cm, et on peut être amené à faire aussi chez certaines patientes, alors qu'elles ont des cancers qui ne sont pas du tout avancés, des ganglions sentinelles. Donc on va aller voir sur la slide d'après. Mais vous voyez, un cancer qui fait moins d'1 centimètre, si par exemple il y a des emboles sur la pièce de conisation, en fait on va être obligé de faire un ganglion sentinelle. Donc c'est quand même plutôt lourd, parce qu'une conisation ça se fait en ambulatoire, un ganglion sentinelle c'est quand même une célioscopie. Donc on va être obligé si la patiente elle n'est pas ménopausée, qu'elle a peut-être encore un désir de grossesse, etc. On ne va pas forcément faire une hystérectomie, on va faire une conisation et il faudra faire ce fameux ganglion sentinelle. Donc on fera des hystérectomies que chez les patientes qui n'ont pas de désir de grossesse. Et dans ces cas-là, on pourra conserver les ovaires. Ce n'est pas parce que vous avez un cancer du col qu'il faut qu'on vous ménopause. C'est complètement différent. Donc on a le droit de garder les ovaires chez les patientes qui ont des cancers du col et qui ne sont pas ménopausées, sur des stades qui sont précoces. Le ganglion sentinelle, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on ne voit pas très bien non plus, mais en fait, on utilise du verre d'indocyanine. Donc c'est la fluorescence. C'est un produit fluorescent. Donc on va l'injecter dans le col avant de commencer l'intervention. Et en fait, le verre d'indocyanine, il va diffuser par voie lymphatique et il va aller se mettre dans les premiers relais ganglionnaires près des axes iliaques externes. Donc en général, on fait l'injection et il faut que dans les 20 à 30 minutes, on puisse commencer à prélever le ganglion sentinelle. Donc c'est quand même pas un geste anodin d'aller disséquer entre les gros vaisseaux. Voilà, dans les stades 1 à 2, pareil, conisation plus ganglion sentinelle. Et pareil, c'est des patientes, on leur proposera de faire une hystérectomie si elles sont ménopausées ou elles n'ont plus désir de grossesse. Ensuite, stade 1B1, donc ça c'est quand les patientes elles ont des cancers du col qui font moins de 2 cm. Donc là, ce qui est important de voir, c'est est-ce que oui ou non on veut préserver la fertilité de la patiente. Là encore, si la patiente n'a pas eu d'enfant, on a le droit de faire ce qu'on appelle une trachélectomie. Donc tu peux passer sur la diapo d'après si tu veux. Vous voyez, c'est une chirurgie du col qui va vraiment jusqu'à l'isthme utérin presque, où on va aller enlever tout le col. Et on sera obligé de faire un cerclage prophylactique dans le même temps, parce que en fait, sinon la patiente elle ne pourra pas contenir une grossesse si elle tombe enceinte. Et donc on est obligé de faire un cerclage prophylactique pour une éventuelle future grossesse. Donc ça, c'est des gestes qui sont très rares, qu'on fait très peu. Souvent en métropole, c'est vraiment fait dans des centres experts et chez des jeunes patientes qui ont des cancers du col et qui ont malheureusement pas d'enfants. Tu peux revenir sur la diapo d'avant. Donc voilà, et donc si on veut préserver sa fertilité, on peut faire une trachélectomie, et sinon ce sera une hystérectomie qui
peut être fait par cœlioscopie, mais les recommandations de plus en plus, c'est de faire par laparotomie. Alors ça paraît dingue parce qu'on fait que de la cellio, mais en fait, il y a des études qui ont montré que le risque de récidive était 4 fois plus important quand la chirurgie était faite par cellio que par laparo, dans les tumeurs qui sont entre 2 et 4 cm. Donc il y a un vrai recul sur la cœlioscopie dans le cancer du col, et maintenant, les recommandations, c'est de faire par laparotomie. Voilà, donc là, pareil, entre 2 et 4 cm, vous voyez, ce que je vous dis est vrai, parce que si la patiente a un cancer du col, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une curithérapie préopératoire pour diminuer la taille de la lésion. Et vous voyez que une fois qu'elle a fait sa curithérapie, eh ben, on fera une hystérectomie, annexectomie par laparotomie. C'est ce qui est vraiment recommandé. On ne fait pas de cœlioscopie. Et en fonction de l'analyse du ganglion sentinelle, on verra si oui ou non elle a un traitement adjuvant sur les ganglions. Donc, hop là. Et c'est fini. De toute façon, Jeanne-Maria va vous parler, il y avait juste ça, je n'ai pas eu le temps de faire le dernier petit... donc quand la tumeur est entre 2 et 4 cm, c'est pareil. L'autre option, c'est aussi de faire une radiochimio concomitante exclusive. Et dans ces cas-là, on ne les opère pas, les patientes. On fait très peu de chirurgie de clôture. Une fois que la dame elle a eu sa radiothérapie, sa chimiothérapie, on ne va pas forcément derrière l'opérer. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis souvent, en fait, la tumeur, elle a complètement disparu. Donc les patientes, on ne les opère pas. Elles ont que de la radio, que de la chimiothérapie, souvent même de la curithérapie. Et derrière, on ne fait qu'une surveillance. C'est très rare, la chirurgie de clôture. C'est une chirurgie qui est très risquée parce que les tissus ont été très abîmés par les traitements. Et donc, on n'en fait quasiment pas. Même jamais. Voilà. Je vais laisser la parole à Jeanne-Maria qui va attaquer... le cancer avancé. Merci Sophie. Cancer HPV induit problème de santé publique. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être éradiqués. Vous savez, je suis assez d'accord avec Sophie. Je ne crois pas qu'en France, on arrivera à l'éradiquer en 2030. Par contre, en Australie, oui, c'est prévu parce qu'ils ont commencé à vacciner tout azimut depuis très longtemps. En France, il y a quand même un peu de retard. Prévention primaire et prévention secondaire, Sophie a vraiment détaillé tout ça, c'est très important. Et elle vous a dit, je reviens seulement sur une chose, elle vous a bien expliqué que quand on fait le test HPV, en gros, à 25, 26 et 29 ans, on cherche les anomalies, les dysplasies. Les anomalies cellulaires. Par contre, après, tous les 3 ans, on recherche la présence de l'HPV. Ça, c'est très important. Donc on passe à la partie un peu plus rébarbative, mais en gros, la classification est très très importante. On est assez embêté parce qu'il y a eu une classification en 2009, 2014 et 2018. Et en gros, les stades 1A, c'est les stades où l'infiltration dans l'épaisseur de l'organe est inférieure à 5 mm. Donc 1A1 inférieur de 3 mm, 1A2 inférieur entre 3 et 5 mm. Les 1B sont supérieurs à 5 mm. 1B1, l'extension superficielle jusqu'à 2 cm et 1B2 de 2-4 cm et l'AMB3 de plus de 4 cm. Et après, vous avez les stades de 2A où le cancer sort du col et touche la partie supérieure du vagin. Et donc là aussi, 2A1, moins de 4 cm, 2A2 plus de 4 cm. Le 2B, ça touche les paramètres. Et puis le 3A et 3B, les 3A, le cancer s'étend sur les tiers distales du vagin et les 3B sur les parois pelviennes. Et les 4A, c'est le cancer qui touche la vessie et le rectum. Donc ça, c'est des stades qu'on considère localement évolués. Les 4B, c'est la situation métastatique. Vu que j'attends, je vous fais la classification de 2014 et de 2018, comme ça. C'est moi? Non, c'est pas moi, ça, c'est toi. Non, c'est toi. C'est moi, ça? Ah oui, une question à Sophie. La préservation ovarienne, tu fais la transposition des ovaires? D'accord, ok.
Donc ça, oui, ça c'est intéressant, il l'avait dit Sophie, dans les stades entre 2 et 4 cm, on l'a fait à un moment donné, ici on ne le fait plus, on l'a fait, nos radiothérapeutes pouvaient faire de la curie-thérapie préopératoire et après le patient était opéré. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça parce qu'on ne fait plus de curie-thérapie ici sur le territoire, donc on est obligé de les évasaner et la curie-thérapie, on l'a fait comme geste terminal. Préservation ovarienne, cerclage, c'est fait. Donc là, localement évolué. Donc un PET scan, mais ça, Sophie, il vous a parlé de ça. L'intérêt de trouver des ganglions lombo-aortiques, c'est pour faire des champs d'irradiation beaucoup plus importants. Si on a une résidu tumoral après une radiochimiothérapie et curie-thérapie, on fait une IRM plus un PET à 3 mois. Pas de résidus surveillance, résidus, on refait une IRM un PET à 3 mois et si persistance, biopsie. Et puis, bon, ce sera une chirurgie selon les gestes ou une chimiothérapie avec une immunothérapie si le CPS est supérieur à 1 et l'Avastin. Alors, quels sont les critères qui nous poussent à proposer la radiothérapie? En gros, c'est un peu l'historique, parce que ça a changé ces derniers temps. Donc, on fait une radiothérapie externe post-opératoire en cas de facteurs de risque, donc la présence d'un bol vasculaire, l'infiltration du stroma supérieur à 10 mm et la taille tumorale supérieure à 4 cm. Radiochimiothérapie post-opératoire aussi, cancer du col à haut risque, donc une atteinte ganglionnaire, une atteinte des paramètres, les berges atteintes, les parois pelviennes, donc les 3A et les 3B, le 3B et 4A, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et la curie-thérapie du fond vaginal après radiochimiothérapie est là aussi recommandée dans tous les stades localement évolués. Donc les stades 1B3 jusqu'au stade 4A. Pas de curie-thérapie exclusive. Donc la radiochimiothérapie, le traitement standard des stades dont on parle, les localement évolués, sur la classification de FIGO 2018, était jusqu'à peu de temps radiothérapie externe avec une chimiothérapie concomitante, le cisplatine, 40 mg/m² hebdomadaire, ou le carboplatine s'il y a un problème rénal, et puis une curie-thérapie guidée par l'imagerie. Ça, c'est une étude relativement nouveau. C'est une curie-thérapie qui est guidée par le PET et l'IRM. Les doses 45 degrés, 25 fractions, puis vous avez vu l'extension du champ d'irradiation avec un boost ganglionnaire. Et c'est une radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité qui permet l'épargne de tissus circonstants. Cisplatine, 40 mg, ça on l'a vu, carboplatine dans les cas de contre-indication au cisplatine. Et puis, comme je vous ai dit, la curie-thérapie guidée par l'imagerie, ça veut dire IRM et PET scan, après radiochimiothérapie. C'est important de respecter le temps de cette séquence qui doit être inférieur à 7 semaines. Et actuellement, nous, on est obligé d'envoyer les patientes en France ou en Australie, à Sydney. Et donc, dès que le patient est pris en charge, on organise déjà les rendez-vous avec les collègues qui vont effectuer la curie-thérapie. Le curage, Sophie a largement parlé de curage. Alors, chimiothérapie adjuvante après radiochimiothérapie et curie-thérapie, non, jamais. Voilà une étude qui a changé nos habitudes, l'Interlace, qu'on fait depuis 1 an environ. Et en gros, là, l'indication d'une chimiothérapie d'induction par carboplatine paclitaxel hebdomadaire, 6 semaines, suivie d'une radiochimiothérapie qui démarre immédiatement à la 7e semaine. Et ce protocole a été proposé
par le stade localement évolué, mais le plus précoce, donc jusqu'à le 2A, le 2B, et les 3C1 et 3C2. C'est-à-dire les 3C1 et 2, c'est quand il y a une atteinte ganglionnaire. Voilà, les patientes qui, on y arrive, qui sont candidates à une immunothérapie, n'ont pas de chimiothérapie d'induction. Et donc, l'étude vous montre les résultats. Donc, voilà, à 3 ans, vous avez 86% des patients versus 80% si on fait la chimiothérapie d'induction, et à 5 ans, on passe à 80% versus 72%. Donc c'est un gain en survie globale qui est très très important. Et l'étude Embrace, il y a Embrace 1 et 2, sont des études justement qui ont été proposées par un collègue autrichien, et c'est la curithérapie guidée par l'imagerie avec IRM et PET-scan. Et puis l'immunothérapie, donc les anti-PD-1, le pembrolizumab, MSD, qui est recommandé en concomitant et en entretien après la radiochimiothérapie pour les stades plus évolués. Donc, c'est une recommandation 1A, donc extrêmement importante. Et vous voyez, on l'a fait depuis un an environ, février 2025. Pembro à 200 mg tous les 3 semaines ou 400 mg tous les 6 semaines jusqu'à progression de la maladie, toxicité ou jusqu'à 2 ans de traitement. Et donc, vous voyez, les vraies indications, c'est les atteintes du tiers inférieur du vagin, de la paroi pelvienne, des paramètres. Là, je pense que c'est une faute. Ce n'est pas les paramètres, c'est la paroi pelvienne, parce que l'atteinte des paramètres, c'est un stade de 2B. Pour lesquels on a la tendance de proposer le premier protocole, Interlace. Et voilà, là aussi, vous voyez la survie globale, ça c'est l'immunochimiothérapie versus la immunochimiothérapie et radiothérapie versus chimioradiothérapie exclusive avec un gain en survie globale qui est très important. Et puis le suivi post-thérapeutique, tu veux parler du suivi post-thérapeutique? Non? Ouais, voilà. Oui, alors je vais parler juste pour le stade précoce, parce que c'est vrai qu'après, c'est plutôt vous qui les voyez. Mais en effet, on fait un examen clinique, alors en général, fréquence tous les 6 mois, on les voit plus tous les 4 mois, les patientes, avec donc les marqueurs quand c'est un carcinome épidermoïde. Alors là, ils ont fait cytologie ou test HPV. Ça, c'est chez les patients qui ont eu une trachélectomie. Sinon, nous, on n'a pas d'indication à faire un HPV en post-surveillance. On fait un examen clinique et après on fait une IRM pelvienne annuelle, parfois des scanners aussi. Mais chez les patientes, on leur fait au moins une IRM pelvienne, on les voit tous les 4 mois et fréquence tous les 6 mois. C'est vrai que je trouve que c'est un petit peu plus... on a tendance à les voir un peu plus tôt. Voilà, donc en fait c'est un examen clinique essentiellement. Et puis, pour les stades plus avancés, donc supérieurs à 1B3 ou atteinte ganglionnaire, c'est tous les 4 mois pendant 3 ans, et puis semestriel jusqu'à 5 ans, et donc c'est une IRM pelvienne tous les 6 mois pendant 2 ans, puis annuel pendant 3 ans, et un TEP scanner optionnel. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que de temps en temps, il faudrait qu'on propose un TEP scanner annuel pendant 3 ans, surtout s'il y a une atteinte ganglionnaire. Et puis, on passe rapidement sur la maladie métastatique. En gros, maladie métastatique, vous savez, le pilier, c'est la chimiothérapie carboplatine taxol. On a rajouté, il y a quelques années, l'Avastan, le bevacizumab, qui a permis un gain de survie globale de 4 mois. Et tout récemment, l'étude Keynote 826 a montré que l'ajout du pembrolizumab au carboplatine taxol Avastan amène un gain de survie très très important. Ça, c'est les 4 mois
qu'on gagne avec la chimiothérapie et les BEVA, et l'étude de 826 qui note 826 Pembro, Taxol, cisplatine ou carboplatine et bevacizumab versus Taxol, cisplatine et Beva plus placebo. Et vous voyez, les courbes sont des courbes assez impressionnantes. Vous voyez là, à 24 mois, vous avez 53,5% de patients qui sont vivants dans les bras immunothérapie, Pembro, et 39,4% dans les bras chimiothérapie plus Avastin. Ça, c'est une étude américaine. C'est sur un deuxième produit d'immunothérapie, la tezolizumab, qui n'est pas validé en France. Et là aussi, on démontre qu'à 24 mois, on prend à 2 ans, 61% de survie dans le bras immunothérapie et 49% de survie des patients sous chimiothérapie plus BEVA. Donc vous voyez, l'immunothérapie a apporté quand même un gain très très important en survie globale et en survie sans progression de la maladie. Et puis la deuxième ligne, alors là on est un peu embêté, on a les anticorps conjugués. Vous voyez, on a l'anticorps qui va se lier à une protéine, un antigène de la surface cellulaire, et il amène avec lui un produit de chimiothérapie qui rentre dans la cellule et détruit la cellule. Ce sont des traitements tout nouveaux. Celui-là, pour l'école, n'est pas encore remboursé, mais bientôt, probablement en 2027, je pense. Et, efficace, mais pas mal d'effets secondaires. Et vous voyez surtout des toxicités oculaires, des neuropathies périphériques et d'hémorragie. Donc ça s'appelle le tisotumab vedotin, 2 mg kg tous les 3 semaines. Donc ça, c'est une option thérapeutique en deuxième ligne, probablement en 2027. Et après, on a les doubles immunothérapies, les anti-PD1 et anti-CTLA4, vous les connaissez dans les mélanomes surtout, l'IPI-niveau, médicaments très difficiles à supporter aux doses usuelles, c'est-à-dire niveau 1 mg et IP 3 mg kilo. Et sur cette diapositive, on voit bien que la posologie inverse, c'est-à-dire niveau 3 mg et IP 1 mg, est beaucoup moins efficace, surtout si donné en deuxième ligne. Un peu plus efficace si donné en première ligne. Par contre, la posologie niveau 1 mg et IP 3, schéma très difficile à supporter, vous voyez, est beaucoup plus efficace, que ce soit en première ligne ou en deuxième ligne. Et puis, les traitements par TILS, les tumeurs infiltrant les lymphocytes, des techniques tout nouvelles. On commence à les faire dans les mélanomes. En gros, on prélève des lymphocytes qui ont infiltré la tumeur, on les multiplie, comme on dit, ex vivo, c'est-à-dire on les met dans un liquide avec des facteurs de croissance. Ça prend plusieurs semaines. Et avant de le transfuser aux patients, on fait un traitement ablatif par cyclophosphamide et fludarabine, et puis on les réinjecte, et on en réinjecte milliards de cellules qui peuvent agresser les cellules tumorales. Technique extrêmement coûteuse et très difficile à préparer. Et puis, la vaccinothérapie, on a plein d'études qui sont en train de recruter.
Et le message de la fin, donc le BEVA augmente la survie des patients de 4 mois et l'immunothérapie, vous avez vu, augmente considérablement la survie sans progression et la survie globale. Et les perspectives, c'est les anticorps conjugués, comme le tisotumab vedotin, plus immunothérapie. Et ça, il y a des phases 1B qui sont en cours, surtout à Gustave Roussy. Le double blocage d'immunothérapie, anti-PD-L1 et anti-CTLA4, les TIL, les lymphocytes infiltrant la tumeur, et puis les vaccins thérapeutiques. Et là, je laisse la parole à Céline pour l'ORL. Merci. Ça marche pas trop. Tac. Attends. Ok. Bonsoir à tous. Donc moi je suis docteur Boris Céline, ORL au CHT depuis mai 2024. Donc je vais vous parler de l'HPV pour les cancers ORL, diagnostic et prise en charge. Ça c'était une petite séance de prévention par l'équipe de la Société française cervico-faciale qui était pour attirer l'attention des patients et dire que le cancer HPV c'est pas que les cancers du col. Et donc en fait en voyant l'affiche, ils lisaient l'affiche et qu'ils voyaient qu'il y avait aussi les cancers ORL et colorectaux. Donc, tout petit rappel anatomique, parce que les cancers ORL liés à l'HPV, ils sont localisés uniquement au niveau des amygdales et des bases de langue. Dans les autres cancers, il n'y a pas du tout de papillomavirus qui sont retrouvés, ou en tout cas pourvoyeurs, ou en tout cas, on n'en tient pas compte, quoi. Donc l'épidémiologie de façon assez brève, parce que ça a déjà été pas mal dit côté gynéco. Donc cancer ORL, bah, bien sûr c'est plus les hommes que les femmes, mais depuis l'augmentation quand même des infections au papillomavirus, les cancers ORL chez la femme sont vraiment en recrudescence, en augmentation. Donc il ne faut vraiment pas se dire c'est une femme, il n'y a pas de cancer ORL, bien évidemment qu'elles sont aussi atteintes. Les cancers liés au papillomavirus en ORL, ils vont avoir un âge médian un peu plus jeune que les cancers ORL liés à l'alcool et au tabac. Bien que la nouvelle étude de 2025 montre que cet âge médian plus jeune, il n'est pas forcément très significatif. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un jeune peut aussi avoir un cancer ORL et il ne faut pas négliger ça. On a pas mal de patients de 35-40 ans qui ont malheureusement des cancers ORL, donc il faut l'avoir en tête malgré tout. Pour les cancers ORL, c'est surtout l'HPV 16, 85% des cas. Et donc, comme je l'ai dit plus haut, c'est amygdale et base de langue. En Calédonie, bon, du coup, j'ai eu une petite mise à jour juste avant la présentation. Les statistiques, donc, elles sont présentes surtout avant 2022. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que quarantaine de nouveaux cas de cancer ORL par an et une quinzaine de l'oropharynx, dont 50% sont a priori P16 positifs. Ils sont quand même malgré tout en Calédonie souvent associés à l'alcool et au tabac. Moi personnellement, j'ai jamais eu de patients pour le moment qui ont vraiment aucune intoxication alcoolo-tabagique en Calédonie. Par contre, en métropole, c'est quand même assez fréquent et donc il faut vraiment y penser. C'est pas parce qu'il n'est pas fumeur et pas alcoolique qu'il peut pas avoir de cancer ORL. Bon, bah ça a déjà été un peu dit. En gros, en ORL, la contamination, bah, c'est le sexe oral, hein, la voie urogénitale. C'est le virus qui va s'intégrer dans les cellules hôtes, qui va inhiber deux protéines assez clés du contrôle de la régulation de l'apoptose et du cycle cellulaire. Donc c'est la protéine P53 et PRB. Et donc après le cancer, comme en gynéco, quoi, ça va être sur des dizaines d'années que ça va se faire avant d'avoir de la contamination au développement du cancer.
Pourquoi est-ce que ça atteint plus les amygdales et la base de langue? C'est pas encore vraiment prouvé, mais en tout cas, les pistes, ça serait que la lame basale au niveau des amygdales et de la base de langue, elle est plus facilement atteinte grâce au crypte et grâce à la muqueuse qui est assez fine. Et que le fait que ce soit du tissu lymphoïde, la réaction immunitaire, elle est différente que dans les autres zones de l'organisme. Et donc, la réponse immunitaire de ces zones-là va être un peu différente face au papillomavirus qu'ailleurs dans le corps. Donc, comme c'était dit aussi par Sophie, il n'y a pas que le papillomavirus qui va être un facteur favorisant du cancer chez nos patients qui vont avoir le cancer ORL. Il y a bien sûr l'alcool et le tabac qui vont être pourvoyeurs de mutations génétiques à eux seuls. Donc, chez les cancers HPV positifs, un alcoolotabagique aura quand même un moins bon pronostic qu'un non-alcoolotabagique, mais malgré tout, il garde quand même un meilleur pronostic global. Les infections persistantes de plus de 2 ans, donc qui vont entraîner les mutations, l'immunosuppression, et bien sûr, plus on a de partenaires sexuels fréquents, différents, plus on va être en contact avec l'HPV, et donc plus on a le risque de cancer. Le tableau clinique classique, donc il faut vraiment le garder en tête, c'est un homme jeune avec une masse cervicale qui va évoluer depuis plus de 3 semaines, qui est en très bon état général, qui va avoir aucun symptôme. L'otalgie réflexe, donc la douleur à l'oreille avec une otoscopie normale, c'est lié à une inflammation du nerf glossopharyngien qui passe au niveau de la caisse de l'oreille moyenne. En fait, c'est comme ça que quand on a mal à la gorge, on a mal à l'oreille, c'est parce qu'il y a une irritation nerveuse. Et donc toute otalgie réflexe de plus de 3 semaines, ça doit vous faire penser à un cancer ORL, que ce soit HPV ou pas HPV. Blocage alimentaire ou odynophagie, donc les douleurs alimentaires à la déglutition. Pareil, c'est pas hyper fréquent pour les cancers HPV. Donc vraiment, il faut se dire que ça peut être pas symptomatique, mais il peut quand même y avoir un cancer derrière. Et donc toute masse cervicale de plus de 3 semaines, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et entraîner des examens complémentaires à réaliser. Donc les sérologies de dépistage virales, ça peut être juste une infection, une MST type VIH qui peut faire ça. Vous pouvez aussi faire une échographie cervicale de débrouillage, surtout en Calédonie avec le nombre de cancers de la thyroïde, c'est pas négligeable de faire une échographie cervicale, ou bien aller d'emblée au scanner ORL cervical, plus ou moins thoracique si le patient est tabagique, et surtout ne pas hésiter à nous les adresser en consultation dès que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le diagnostic, donc là on voit un jeune homme qui a une grosse masse cervicale. Globalement, ça va être ça le tableau clinique de diagnostic des cancers liés au papillomavirus. Parfois, on peut avoir une asymétrie amygdalienne, c'est pas franchement fréquent. Parfois, il peut y avoir une voussure à la base de langue quand on lui fait la nasofibroscopie. Parfois, à la palpation, on va sentir une petite induration. Mais la plupart du temps, en fait, on n'aura rien d'autre que cette masse cervicale, parce que les cancers liés au papillomavirus, finalement, en ORL, contrairement en gynéco, c'est une petite tumeur qui donne des gros ganglions, parce que c'est dans un endroit très lymphophile, et donc on en est totalement à l'opposé de vous, en fait. Donc, pour nous aider au diagnostic, on va, nous, une fois qu'on a fait le bilan, l'examen clinique avec la nasofibroscopie, la palpation et tout ça, on va passer aux examens complémentaires si le patient vient sans. Sur l'échographie, ça va être des adénopathies cervicales assez kystiques. Donc il y a parfois les radiologues qui vont dire suspicion de kystes branchiaux, donc les kystes congénitaux qui apparaissent dès la naissance. Il faut se dire qu'un kyste branchial qui apparaît au-delà de 40 ans, c'est du cancer. Ça n'existe pas. C'est un kyste branchial qui apparaît à l'âge adulte, qui n'a jamais été infecté avant. C'est un cancer jusqu'à preuve du contraire, quoi. Donc si vous avez ça, faut nous les adresser. Après, sur le scanner ORL cervical, c'est pareil, il va y avoir plus ou moins plusieurs adénopathies kystiques. Et parfois, il va y avoir une prise de contraste au niveau du scanner qui va nous donner un peu la cible de la zone à biopsier. Mais la plupart du temps, le scanner au niveau des amygdales et de la base de langue, il va être négatif. En fait, il ne va pas nous aider sur le diagnostic. Et donc, on va juste avoir ce gros ganglion et on ne va pas savoir quoi en faire. L'IRM faciale, elle va être un peu plus sensible pour savoir s'il y a une asymétrie de prise de contraste. Donc quand on a un scanner négatif au niveau de la fixation oropharyngée, on va faire l'IRM pour nous guider aussi
avant d'envoyer les patients au PET scanner, surtout que ici le PET scanner c'est pas si évident à avoir. Donc si on peut avoir un dépistage de l'étiologie tumorale avant de l'envoyer au PET scanner, c'est toujours mieux. Donc en haut, c'est une IRM. C'est une patiente avec un gros cancer de l'oropharynx. Donc là, on n'en est pas au stade où on le voit pas à l'examen clinique. Là, globalement, elle avait un trismus, donc l'ouverture buccale qui était réduite, des douleurs à la mastication parce que ça prend les muscles. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, l'IRM, ça permet quand même de bien voir la zone. Je l'ai cerclée avec les flèches, la grosse tumeur. En gros, quand c'est plus petit, on voit que le gris, c'est du normal et le blanc, c'est de la normale. Et donc, quand on a ça, on sait que c'est pas bon. Et en bas, donc c'est pour vous montrer vraiment qu'un tout petit cancer comme ça peut faire des gros ganglions comme ça. Donc après, pour aller un peu plus loin, pour aller au diagnostic, on n'aime pas trop faire les biopsies cervicales, ça peut disséminer le cancer. Donc le mieux, c'est de faire la panendoscopie pour essayer de faire la biopsie ciblée et avoir le diagnostic de cancer avant toute atteinte ganglionnaire. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir un examen d'imagerie avant d'aller à l'endoscopie, ou en tout cas quelque chose qu'on a vu en consultation. Donc soit on a une biopsie, enfin une lésion suspecte, et donc on va faire la biopsie sur le tissu cible. On peut aussi faire une amygdalectomie unilatérale, homolatérale du côté cervical, parce que finalement il y a 85% des cas où le micro-cancer qui va être trouvé à l'analyse anatomopathologique va être responsable des gros ganglions comme ça. L'amygdalectomie bilatérale et la mucosectomie basilinguale, c'est vraiment dans les centres experts et qui ont le robot. C'est pas recommandé en systématique parce que y a quand même beaucoup de risques de saignement, et pour un gain qui est pas forcément optimal, surtout avec le PET scanner qui est souvent facile pour ces centres-là, finalement ils n'ont pas forcément besoin de faire ça comme diagnostic. Et donc l'analyse anatomopathologique, ça va être un carcinome épidermoïde non kératinisant et avec un marqueur P16 positif. Donc contrairement à la gynécologie, on ne va pas dépister l'HPV. C'est que dans les essais cliniques où on va chercher l'HPV. Nous, on va vraiment statuer que sur le statut P16, qui est en fait un marqueur indirect de l'infection au papillomavirus. C'est un marqueur de la protéine qui est surexprimé, lié à l'inactivation de la protéine RB. Et donc, c'est une protéine qui est surexprimée quand il y a un cancer HPV responsable du cancer. Il y a quand même une spécificité que de 80%, donc il y a parfois des marqueurs P16 positifs sans papillomavirus. Mais en soi, nous, pour le moment, on n'a pas trop de changements dans nos stratégies thérapeutiques, papillomavirus ou pas papillomavirus. Et par contre, les études ont montré que même si le marqueur est positif et qu'il n'y a pas d'HPV, ça reste quand même un meilleur pronostic. Donc de façon assez succincte, pour les prises en charge, donc petit cancer, donc T1, T2, ça va être la chirurgie. La plupart du temps, quand même, les patients ils vont avoir de la radiothérapie post-opératoire parce qu'il y aura des facteurs de mauvais pronostic au niveau du ganglionnaire. Donc, c'est quand même des gros ganglions qui se disséminent assez vite. Donc, il y aura au moins la radiothérapie. Et dans les plus gros stades, ça va vraiment être centre dépendant en fonction des écoles. Si l'école est plus chirurgicale ou moins chirurgicale, soit on va aller d'emblée à la radiochimiothérapie parce que finalement, c'est un cancer qui est très radio- et chimiosensible. Donc, on sait qu'on aura de très bons résultats. Par contre, les équipes qui sont très chirurgicales, elles partent du principe que si on les opère, c'est toujours mieux parce qu'on peut réduire la quantité de radiothérapie que les patients vont avoir pour le traitement. En cas de deuxième cancer, on peut toujours réirradier, alors qu'une fois qu'on a grillé la cartouche complète de la radiothérapie pour le premier cancer, après on est un peu embêté. Donc c'est ça qui va faire un peu décider, et en fonction de la localisation et en fonction de la mutilation de la chirurgie qui sera responsable. Et donc, il faut vraiment retenir que c'est un meilleur pronostic quand il y a un P16 positif, même si, malheureusement, il est alcoolotabagique. Et d'autant plus, s'il arrive à se sevrer, on a quand même un peu gagné la bataille. Donc, comme j'ai rapidement dit, donc, le statut P16 positif, ça, depuis 2019, il y a une nouvelle classification TNM qui dit si le patient est P16+, ou P16-, il y a deux arbres diagnostiques différents, mais c'est surtout sur le staging tumoral en fait. Sur
prise en charge thérapeutique, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Surtout les dernières études, la grosse cohorte qui est sortie en 2025, a montré que les études qui ont fait une rétrogradation de la chimiothérapie adjuvante, finalement, c'est de moins bons résultats. Donc, on reste sur un schéma classique de radiochimiothérapie classique. Ce qui peut éventuellement être dans les traitements de l'avenir, ça va être éventuellement un vaccin thérapeutique si jamais ils arrivent à le développer. Et contrairement, encore une fois, au cancer gynéco, nous, on n'a pas de dépistage du cancer ORL lié à l'HPV. Alors, très probablement parce qu'on a une toute petite population par rapport à la gynéco, et qu'en plus, on ne saurait pas vraiment où le faire et la rentabilité, parce que l'oropharynx, c'est vaste. L'HPV positif dans l'oropharynx, on peut l'avoir sans développer de cancer. Donc, pour le moment, il n'y a aucun test dépistage qui est développé et mis en place, mais il y a toujours des études qui essayent de chercher ça. Pour illustrer un peu le propos très bref de l'ORL en HPV, en gros, c'est un cas clinique de Tahiti. C'est un confrère qui m'a passé sa diapo. J'ai un peu récupéré son cas. Donc, patient de 59 ans, donc sans antécédent. Une masse latérocervicale droite non douloureuse. Le patient, il a vraiment aucun symptôme ORL. On lui adresse avec un scanner ORL, donc il retrouve cette petite adénopathie. Là, j'ai cerclé en jaune, mais l'adénopathie, elle est petite ici. Dans le secteur 2A, le scanner ne retrouve pas de lésions suspectes à l'examen. Donc, dans ces cas-là, normalement, le gold standard, quand on a le PET scanner facilement accessible, ça va être d'emblée PET scanner pour trouver la localisation tumorale quand notre examen clinique ne retrouve rien. Parce que le PET scanner, du coup, comme je vous l'ai illustré tout à l'heure, il peut nous cibler ou faire la biopsie. Et si le PET scanner est négatif, on va directement à l'amygdalectomie homolatérale. Et après, du coup, dans un second temps, on pourra faire l'évidement jugulo-carotidien pour le guérir de ces ganglions, quoi. Et si le PET scanner ne retrouve aucune fixation de l'oropharynx, et dans ces cas-là, il faut quand même avoir un diagnostic de cancer avant de faire l'amygdalectomie diagnostique. Et donc dans ces cas-là, on va faire la cytoponction ou la microbiopsie ganglionnaire pour prouver qu'il y a du cancer et du carcinome épidermoïde. Et dans ces cas-là, on fait le bilan de cancer lié à l'HPV. Dans les cas où on a un PET scanner un peu moins accessible, globalement, on va commencer par le diagnostic ganglionnaire, faire la biopsie, ça va nous montrer du cancer. Et dans ces cas-là, quand même, le mieux, c'est d'envoyer en Evasane pour la localisation sur l'oropharynx et nous guider pour les biopsies. Si vraiment il y a des délais trop importants, à ce moment-là, on peut repartir sur le tableau classique. On fait l'endoscopie sous anesthésie générale, l'amygdalectomie unilatérale. Si on trouve du cancer, et là après on pourra dans un second temps prévoir le curage ganglionnaire, ou alors si le patient est déjà OK et qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'autres extensions ailleurs, on fait amygdalectomie curage dans le même temps que la biopsie en extempo. Et si malheureusement les rares cas où la biopsie ne va pas permettre de trouver de cancer sur la biopsie percutanée faite en radiologie, à ce moment-là, on endort le patient, on fait une exérèse du ganglion, on l'envoie en analyse extemporanée, et à ce moment-là, on fait l'endoscopie des voies aérodigestives pour essayer de trouver le cancer. Donc c'était assez bref, il y a trois points clés pour moi à retenir pour les cancers ORL liés à l'HPV. C'est que toute masse latérocervicale de plus de 3 semaines, même chez un patient en bon état général, non fumeur, non alcoolique, garçon, fille, il faut quand même penser au cancer. Donc pas hésiter à nous les adresser avec un examen complémentaire préalable si possible. Si pas possible, on fera le reste. Faut dire aux patients que vous reverrez en consultation une fois que nous on leur fait l'annonce, parce que probablement que souvent ils viennent vous voir après l'annonce, parce que nous on leur dit, on les revoit, mais bon, le médecin traitant il est quand même assez indispensable dans la prise en charge des patients. Il faut rester positif avec ces patients-là, c'est quand même un meilleur pronostic quand ils sont P16 positifs, donc papillomavirus positif, donc ça donne un meilleur signe d'espoir, quoi, quand on a un cancer qui est
curables, on va dire, soit à qui on propose la radiothérapie, associée à la chimiothérapie, soit à la chirurgie, carrément. Là, on est vraiment assez content de nos résultats. Et du coup, pour les cancers ORL, en tout cas, ça touche garçons et filles. Donc vraiment, c'est important, penser à la vaccination des garçons et des filles, parce que, bien sûr, l'amygdale et la base de langue, on en a tous. Donc il faut y penser. Donc voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez 2 minutes, on fait de 2 minutes le cancer du canal anal, sans diapo. En gros, c'est un cancer qu'on n'opère jamais, sauf si la lésion fait moins de 2 cm et elle est superficielle. Parce que la chirurgie du canal anal, c'est l'amputation abdominopérinéale avec un pronostic fonctionnel qui n'est pas agréable. Les localement évolués, c'est chimioradiothérapie concomitante, mitomycine C 5 fûts à la semaine 1, 5 et radiothérapie à 2 grammes par jour pendant 5 semaines. On guérit dans les 75% de cas, et puis surveillance habituelle. Dans le cas métastatique, la première ligne, c'est le DCF modifié, docétaxel 40 mg/m², cisplatine 40 mg/m² et 5 fûts 1000 mg/m² J1, J2 tous les 14 jours. Et puis la deuxième ligne, c'est les sels de platine, tout ça, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois encore. Donc allez-y, les questions sont...